Bonjour à tous, il est 12h30, l'heure de commencer ce webinaire sur les mécanismes de financement des projets d'ENR de territoire. Je suis avec Erwan Boumar, qui est le directeur d'énergie partagée, qui est aussi spécialiste du sujet. Et pour vous dire aussi qu'on organisera une formation sur ce sujet. Je vous mettrai les informations sur cette formation en lien dans le chat. Pendant la présentation d'Erwan, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet réservé aux conversations en bas à droite. Et donc, je vais laisser tout de suite Erwan commencer et je vais monter donc sa présentation. Alors, merci Julien. Aujourd'hui, on va traiter de deux points un peu génériques pour sensibiliser tout le monde au mécanisme de financement. On ne rentrera pas trop dans les détails. Je prendrai quelques questions sur les sujets. Mais voilà, détail, illustration, on développera plutôt ça dans la partie formation en septembre. Par contre, il y a pas mal de notions un peu complexes. Donc, ce que je vous propose, c'est quand même de faire des points et des arrêts réguliers pour prendre et synthétiser une partie des différentes notions, questions qui vont s'y afférer. On a voulu créer ce webinaire vraiment aussi pour prévenir avec les gens bien en tête que le financement de projet, il y a une certaine complexité, mais ça dépend de la taille des projets. Et du coup, la formation qu'on organise en septembre est plutôt là pour des projets un peu conséquents où ce mécanisme de financement de projet va être mis en application, pas obligatoirement pour des petits projets qui, eux, nécessitent on va dire, plus du bricolage. Hop. Alors, donc l'objectif du webinaire, deux choses, vous sensibiliser à la notion de financement de projet, entre autres pourquoi on utilise ce financement en termes de technique et quelles sont les contraintes que cela génère. Et puis on va faire un deuxième point un peu générique sur comment les citoyens sont impliqués dans les financements avec les différents outils de financement participatif au sens large, donc accès à la gouvernance ou pas, ce qui a évolué aussi dans les tarifs d'achat pour intégrer cette implication. Et finalement, si vous avez une casquette investisseur aujourd'hui pour les citoyens, un peu comment s'y retrouver dans les différentes offres. Il faut être relativement vigilant pour bien comprendre finalement ce qu'il y a derrière l'offre de plateforme de crowdfunding ou des projets précis. Voilà, alors le financement de projet, c'est bon, je te laisse. Le financement de projet, déjà, ce que je veux faire avec vous, c'est repasser sur les étapes du projet, parce que ça, il faut que tout le monde l'ait bien en tête pour comprendre. Donc, un projet d'énergie renouvelable, grosso modo, on considère qu'il y a 4 étapes majeures qui vont appeler des financements un petit peu différents. Il y a la phase de l'émergence. L'émergence, c'est on a une idée et on veut, par exemple, se dire sur ce territoire-là, on veut faire un projet d'énergie renouvelable. On n'a pas encore de prérequis sur le type d'énergie ou sur l'emplacement. Par contre, il faut juste évaluer, est-ce que faire du solaire dans ma région, ça fait du sens? Est-ce que faire de l'éolien, ça fait du sens? Donc, il y a quelques lignes rouges, on va dire, à analyser en disant, oui, c'est possible, d'un point de vue technique, c'est-à-dire d'un point de vue productible, on est dans des zones où il y a du productible. D'un point de vue raccordement au réseau, le réseau peut le soutenir, a priori. Et puis, les contraintes environnementales et les contraintes, par exemple, liées au radar pour l'éolien. On ne peut pas faire des éoliennes quand il y a des servitudes sur des radars, des terrains pour l'aviation civile qui occupent l'espace. Donc, il y a, on va dire, quelques pistes à désamorcer en émergence. Et après, il faut faire le développement.
Le développement, c'est une partie assez longue qui va confirmer par une étude certifiée le productible. Donc, par exemple, pour l'éolien, on va mettre un mât pour mesurer pendant 1 an le site sur le vent. Et puis, l'objectif, c'est d'obtenir les permis de construire, les permis d'exploiter l'actif, le projet d'énergie renouvelable qu'on veut faire. Ça c'est relativement long parce qu'il y a des études, parce qu'il y a aussi beaucoup de délais administratifs. On est dans une logique où les autorisations vont être vues, revues, peuvent changer en termes de mode d'instruction si le cadre juridique change. Et puis, évidemment, on met dans cette partie-là tous les recours possibles qui peut être mis en place par la société civile s'ils ne sont pas d'accord avec votre projet. Donc, ça pourrait être relativement long. Après, il y a la partie chantier. La partie chantier, c'est simple, on a les autorisations, on peut commencer le chantier, on construit. C'est très variable entre quelques mois pour des projets solaires où ça va relativement vite, des petits projets solaires, à plus d'1 an. Il faut que vous ayez en tête que des parcs solaires au sol ou des projets d'éolien, on ne va pas pouvoir faire les travaux de génie civil tout le temps dans l'année parce qu'il y a des contraintes climatiques, mais il y a aussi des contraintes de nidification. Donc, il y a pas mal de délais, comme il y a quand même un chantier consistant, pas mal de délais à respecter. Et puis après, entre 15 et 30 ans, il y a l'exploitation. Dans le financement, là, je vous demande de regarder la partie bleue. L'émergence, ça se fait avec quelques dizaines de milliers d'euros sur quels que soient les projets. Ça en fait moins si c'est fait bénévolement par des sachants, mais de toute façon, voilà, pour 15, 20, 30 000 euros, on sait si effectivement la zone est propice à faire ce type de projet-là et s'il n'y a pas de ligne rouge, de gros indicateurs qui nous disent, bon, là, ça va être compliqué. Le développement, lui, va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Un parc éolien de 8 mégas, ça coûte près de 300 000 euros à développer. Après, une fois qu'on a développé ce parc-là, il va falloir acheter les machines, faire tout le chantier. Et là, on va plutôt être dans la quinzaine de milliers d'euros, de millions d'euros à lever. Donc aujourd'hui, on va principalement parler du financement de cette partie, on va dire, pour construire le chantier. Le financement de développement, on peut considérer que c'est principalement du financement sur fonds propres, puisque le projet, le développement est très à risque. Donc on va parler de financement sur fonds propres. Là, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est le financement et le financement du coup qui fait appel à de la banque et qui va être conditionné par la structure juridique et le mécanisme de financement de projet est un mécanisme bien particulier. Donc, il correspond à cette phase de on lève la dette pour avoir un projet d'énergie renouvelable dans une société de projet avec ses contraintes propres. Donc les risques, comme je vous le disais un peu, les risques qui sont finalement relativement variables en fonction de la période. En période de développement, les risques sont relativement forts. On considère qu'il y a que un projet sur 5 qui sort par exemple en éolien en développement. Il y a finalement par rapport au projet global peu d'argent mis sur la table, mais ça peut être de l'argent complètement perdu si les études n'aboutissent pas, s'il y a une opposition, s'il y a un découragement du porteur de projet. Donc on a un risque fort et plus on met d'argent dans le développement, tant qu'on n'a pas passé les autorisations, on a un risque qui est dans une logique croissante. La construction, là, on va décroître le risque. Le projet va décroître parce que du coup, on aura les autorisations, on aura après une bonne visibilité, on sera capable de reporter ce risque de construction sur nos prestataires.
C'est-à-dire que c'est un risque de construction, ça peut être un risque que le chantier se passe mal et du retard. Et ben tout ça, en fait, contractuellement, on peut très bien gérer avec des prestataires le fait que s'il y a un retard sur un chantier, c'est le prestataire qui prend compte ce risque-là. Donc d'un point de vue du risque projet, pour les porteurs de projet, finalement, on va commencer à décroître le risque dès la construction. Il va être relativement bas une fois qu'il va être mis en service. Pourquoi? Parce que pendant la mise après, pendant l'exploitation, le risque de perte d'exploitation est couvert par des assurances. Le risque de maintenance sur les machines est couvert par des contrats cadres avec les turbiniers dans l'éolien, avec les prestataires sur le solaire. Par exemple, les panneaux solaires sont, en termes de garantie de performance, sont une garantie de vingtaine d'années. Donc, on a un risque industriel projet qui est relativement bas pendant la phase d'exploitation, tant que les garanties sont là. Et après, il remonte parce que au bout de 20 ans, quand la garantie n'est plus là, s'il y a un aléa sur le chantier, sur la centrale, c'est l'investisseur qui est en charge. Par contre, si le risque projet décroît à partir de la construction, le risque financier, lui, est plus important, puisque c'est là où on va lever tout l'argent. Et finalement, vis-à-vis de la banque, on aura remboursé au bout de 15 ans, mais on sera toujours tendu pendant la phase d'exploitation à être sûr que le productible et du coup le chiffre d'affaires généré va couvrir les ratios de dette bancaire. Donc le risque projet est faible, le risque financier est fort et le risque financier décroît en fonction du remboursement de la dette déjà faite. Je reviens dans le champ parce que j'ai une question de Castano sur un appel d'offres. Si on ne respecte pas les délais, on est pénalisé, je suppose, sur la durée de vente avec obligation d'achat. Je crois que c'est le producteur qui est alors pénalisé et non l'installateur sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. En fait, tant qu'on n'a pas lancé le chantier, on a un tarif. Par exemple, si on a un tarif sur du solaire sur 20 ans, on a une certaine date limite pour le mettre en service. Si on dépasse ce délai-là, on a un tarif qui n'est finalement autorisé que sur 18 ans, 17 ans. Enfin, il y a un mécanisme d'érosion. Après, si vous pouvez très bien contractualiser avec l'installateur que s'il ne respecte pas les délais, dans ce cas-là, il vous exposera à des pertes financières et c'est sa garantie qui devra jouer. Donc, la perte d'exploitation, si le retard de la mise en service est lié à votre installateur et pas à vous, vous pouvez faire jouer les assurances là-dessus. Je vous ai présenté les risques un peu macro, mais évidemment, ça dépend du type de projet. Si on prend un projet de 100 kW crête solaire, donc un petit projet qui va coûter 150-200 000 euros grand maximum, finalement, le développement va représenter à peine quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, on est capable de le faire plus rapidement et on est capable de trouver des investisseurs qui vont prendre ce risque-là. Donc, même si le risque est élevé, les sommes étant relativement faibles sur cet exemple, ça va être facile à financer. Les principaux enjeux, finalement, sur ce petit projet-là, c'est plutôt la maîtrise foncière, c'est-à-dire trouver la zone où on va installer, bien négocier l'investissement, puisque en fait, comme on va être sur une centrale avec un petit marché, on ne pourra pas tirer les prix. Évidemment, l'ensoleillement, faire attention dans la zone géographique, mais aussi à l'ombrage. Ça va être clé parce qu'il y a peu de surface, donc le moindre ombrage va jouer. Et puis, surtout, tenir les coûts d'OPEX, c'est-à-dire les operational expenses, qui sont les charges d'exploitation, en bon anglais. Pourquoi? Parce que ces charges-là, elles sont relativement compressibles. On a du coup beaucoup de petits projets qui sont en dessous de la ligne de flottaison de la rentabilité, quasiment à zéro ou pas de rentabilité,
parce que les coûts de maintenance, les coûts d'assurance, entre autres, quand on va faire des projets sur des établissements qui reçoivent du public, on aura des assurances relativement élevées et finalement, ces coûts de maintenance peuvent manger quasiment tout le productible. Donc, c'est surtout ça qu'il faut travailler. Donc, les frais de CAPEX et puis les frais d'exploitation, le risque projet de développement est relativement faible. Donc, ce qui est intéressant pour trouver des solutions sur le financement de ces projets-là, c'est de, premièrement, les rendre bancables en travaillant avec des prestataires récurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour maîtriser tous les coûts dont on a parlé, les coûts d'investissement et les coûts d'opération, par exemple, les centrales villageoises, on fait des accords avec des installateurs, on fait des accords avec des assurances, enfin des courtiers en assurance, pour avoir, même si le projet est petit, un peu un effet volume sur un portefeuille. Donc, passer par des intermédiaires ou vous grouper pour faire des achats, ça va être un facteur de succès. Généralement, le financement bancaire est un peu compliqué sur ces projets-là en construction. Pourquoi? Parce que un banquier va vouloir se sécuriser comme si c'était un vrai projet, un vrai gros projet d'énergie renouvelable. Or, la taille du projet ne peut pas le tenir. Donc, le risque en construction va générer des frais transactionnels, des frais d'audit qui sont quasiment prohibitifs. Un banquier va vous demander de vous couvrir en dommages ouvrages, en achèvement de bonne fin, surtout, et du coup va vous demander des garanties, des hypothèques, ce qui peut être prohibitif. Donc, maintenant, ce qu'on fait plutôt là, nous, sur les projets, les petits projets, c'est que on a intérêt à financer sur fonds propres, donc sans passer par la banque, le temps de construire la centrale. Un petit projet de 100 kW, finalement, c'est maximum 3 mois de chantier. Donc, on peut très bien se mettre en position de financer ce projet-là, qui coûte 150 000 euros tout seul. Et puis après, rembourser les investisseurs, parce qu'une fois qu'on aura mis en service, on y pourra aller voir les banques et les banques seront plus à même de nous prêter sans nous demander des garanties très fortes. Enfin, sur ce type de projet, finalement, la structure juridique est relativement faible. Le prêteur va regarder l'actif, va vous prendre des garanties, par exemple sur le tarif d'achat, mais qu'on soit en SIC, en SAS, en SARL, il ne va pas y avoir de grosses contraintes mises par les banques. Petite remarque, Erwan, à propos du tarif d'achat, hier on a fait un webinaire justement sur la nouvelle grille tarifaire animé par Anne-Claire Fort d'Espul. Le webinaire est consultable sur notre chaîne Vimeo pour ceux qui n'étaient pas là hier depuis 1 heure. Donc vous pouvez en sortant de ce webinaire aller voir un autre webinaire directement. Et j'en profite de t'avoir interrompu pour te passer une question de Copéo. Comment le développeur est-il impliqué sur cette question du risque? Alors là, sur le tout petit projet, généralement, il n'y a pas de développeur. C'est vraiment les porteurs de projet qui vont prendre ce risque-là. Après, globalement, on le verra plus tard, dans l'écosystème du développement, il y a des acteurs qui font de la prestation de services, mais la plus grande partie ont l'habitude de porter le risque sur cette phase de développement, ce qui fait que c'est rassurant pour des collectifs citoyens qui veulent après rentrer dans le projet, mais ce qui fait que c'est le développeur qui développe selon sa méthodologie, ses objectifs. Et le but du jeu, c'est de trouver quand même une adéquation entre les objectifs du porteur de projet et celui qui développe. Donc il faut que les deux parties soient dans le développement. Alors, sur les projets plus importants maintenant, le financement en fait repose sur des bases relativement précises.
La place des banques est très importante puisque on peut aller à du financement de 80% de l'investissement, 80% des CAPEX, voire un peu plus même. Il y a certains projets qui sont financés à 90%. Ça veut dire que sur 20 millions, c'est la banque qui peut investir 16. Juste pour que vous ayez en tête, normalement une entreprise, les ratios de prudence font qu'une entreprise classique ne va pas pouvoir emprunter pour gérer son activité plus de 50% de son bilan. On est dans une logique, ce qu'on appelle corporate, c'est-à-dire une banque prête, mais prête de façon relativement simplifiée. Là, on est dans une logique de financement d'ingénierie financière où en prêtant à 80%, la banque se met potentiellement comme un actionnaire en cas de faillite de la structure. Je t'interromps, Erwan. Une petite question sur CAPEX. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, tu ne perds pas en tout cas Philippe qui te pose cette question. Et je réponds juste pour le lien Vimeo du webinaire d'hier. Il suffit d'aller sur Vimeo, de taper énergie partagée et vous tombez sur la chaîne. Là, je ne peux pas vous le transmettre ici, là. Donc CAPEX, c'est l'investissement, c'est Capital Expenditures, ça veut dire le montant d'argent qui va être dépensé pour faire votre projet. Donc c'est l'achat des turbines en éolien, c'est l'achat des panneaux, mais c'est aussi l'achat du terrain, des lots électriques, des frais de structuration juridique. Donc c'est tout l'investissement initial du projet. Donc la place des banques dans ces projets-là est très importante et généralement il est mal perçu par les porteurs de projets. C'est pourquoi on va souligner ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme les banques vont se positionner comme des actionnaires potentiels, ils vont vouloir maîtriser tous les risques et maîtriser plus de risques finalement que les porteurs de projets parfois. Ce qui est un peu contre-intuitif pour les porteurs de projets. Ils vont auditer, surveiller et demander souvent à des experts externes, des experts, des avocats, des experts techniques, pour vérifier que les données du projet telles qu'on leur présente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme données, par exemple les études de vent en éolien, ils vont demander à un expert de vérifier que l'étude a été bien faite, que les hypothèses sont bonnes. Donc, ils vont avoir un autre avis. Ils vont demander à un juriste de faire une enquête sur le montage juridique qu'on a proposé et est-ce que les baux, par exemple, qu'on a signés pour installer notre centrale au sol sont valables, les contreparties étaient habilitées à traiter. Donc il y a tout un audit qui est relativement lourd, qui peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros à mettre en place. Et ça, c'est le projet qui va le payer. C'est-à-dire que les banques disent « Ok, on finance, mais vous avez ce qu'on appelle due diligence à payer. Et si tous les audits sont positifs, dans ce cas-là, on libérera l'argent. » ça fait partie des CAPEX, de l'investissement initial. Et c'est des fois des sommes qui paraissent un peu disproportionnées aux porteurs de projets, mais qu'il faut bien anticiper. Deuxième point, c'est qu'on a avec nos partenaires bancaires vraiment un partenariat et une confiance à construire parce que généralement le porteur de projet, lui, il est plutôt optimiste. Et là, on va avoir un interlocuteur qui se positionne comme partenaire, mais toujours dans des scénarios pessimistes. Et en plus, les banques ont généralement alors que le porteur de projet, lui, va vouloir beaucoup de réactivité parce que son projet, c'est le centre de sa vie. Les banques ont, elles, des dizaines de projets, donc priorisent entre les projets et sont peu enclins à travailler, à ajuster leur offre juridique, leur contrat en fonction des projets. Donc, il y a une rigidité en plus sur la contractualisation. Donc il faut bien avoir conscience qu'il y a un partenariat et des valeurs à travailler sur un mode de travail des relations. Et quand vous choisissez votre banque pour financer des gros projets, c'est un élément essentiel
d'avoir confiance dans vos interlocuteurs, de faire attention à ce que vos interlocuteurs qui vont vous donner leur confiance soient les mêmes que ceux qui vont vous accompagner dans la mise en place de la convention de crédit, pour que entre le commercial du début et puis finalement les prestataires qui vont vous accompagner pour le financement bancaire, tous les engagements qui ont été donnés soient respectés. Comme je vous le disais, en fait, le coût du financement du projet est relativement lourd parce que c'est des frais fixes. On va, les gens, pour un projet de 20 éoliennes ou un projet de 2 éoliennes, il va y avoir les mêmes contrôles, les mêmes audits sur les contrats d'exploitation, sur les contrats, sur les autorisations administratives, ce qui fait que ça pénalise fortement les projets moyens. Alors pas les petits projets tout à l'heure, donc on a vu les 100 kW parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. Et voilà, des projets qui vont être entre 1 et 6 millions, par exemple des petits projets de méthanisation, des petits projets éoliens. Finalement, on a un outil technique qui va coûter très cher à mettre en place et qui va gréver fortement la rentabilité. Donc, il va falloir trouver des banques qui sont capables de s'adapter aussi à la taille de projet, et les banques, de par leur positionnement, se spécialisent un peu par segment. Il faut avoir en tête que les frais, par exemple, une analyse juridique, ça va être sur un contrat. J'achète, j'ai un projet de méthanisation, j'ai plusieurs options. Je peux considérer que je trouve un prestataire qui va me construire et qui aura la responsabilité des 3 lots principaux de la méthanisation, qui sont l'hygiénisation, le process de méthanisation et puis l'injection. Donc ça fait 3 lots, et je dis bon là il y a 3 process, il y a 3 structures différentes qui vont travailler. Ou alors je peux dire je confie tout à un seul interlocuteur. Souvent le porteur de projet a tendance à dire bon ça me coûtera moins cher si c'est moi qui prends la responsabilité de trouver entre 3 constructeurs, un par lot, je prendrai le meilleur et c'est moi qui prendrai la responsabilité. Et ça veut dire que pour un financeur de projet, vos partenaires banquiers, eux, vont auditer les 3 contrats. Eux vont auditer les écarts qu'il peut y avoir entre le lot 1 et le lot 2. Donc, la multiplication des contrats, finalement, multiplie les audits, les risques et le coût de cette due diligence. Donc, il faut avoir en tête que le coût du financement du projet, la structuration, c'est aussi des arbitrages entre les choix techniques qu'on va prendre. Enfin, les banques, au-delà des aspects économiques, vont être très intrusives sur la gouvernance. Pourquoi ? Puisqu'ils vont se placer dans la situation où si la société tombe, c'est elle qui prend la responsabilité. Donc, il faut qu'en cas de difficulté du projet, elle puisse reprendre la gouvernance. Donc, il faut bien qu'ils comprennent comment ils peuvent reprendre la gouvernance, avec une vision où la banque n'a pas vocation obligatoirement à avoir votre projet en tant qu'actif dans son bilan. Donc, évidemment, l'objectif pour elle, ça va être de dire s'il y a un problème, je suis capable de reprendre la gouvernance, je suis capable de vendre la société à un tiers. Et du coup, c'est très très mal vécu par les porteurs de projets qui découvrent ce système-là, puisque la banque va toujours se mettre dans une position où contractuellement, je veux qu'on travaille un scénario où votre projet ne va pas marcher et où je veux pouvoir reprendre les actifs et le vendre à un tiers. Et donc, comment je fais pour reprendre le projet? Bon, évidemment, un projet qui est porté par des citoyens, des collectivités, pour les entendre, les banques dire si moi j'ai besoin de travailler ce scénario-là de récupération de tout le projet, généralement il y a un petit choc de culture. Donc en termes de solutions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment les contraintes de chacune des parties pour les accepter, et donc bien avoir cette discussion-là avec les porteurs de projet en disant bon, les banques ont besoin de travailler un scénario où le projet va à la casse. Ça ne veut pas dire que nous, c'est notre scénario de base, mais il faut l'accepter et
leur donner trop de pouvoir trop rapidement, mais que effectivement, si le projet va très mal, on accepte que le produit soit liquide et que la banque récupère le projet. Il faut aussi anticiper les surcoûts pour pouvoir les réduire. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de tous les frais d'audit, les contractualisations. Et ben, plus vous aurez travaillé avec des prestataires peu ou mal référencés par votre banquier, plus ça vous coûtera cher. Donc, il faut vraiment être attentif aussi quand vous allez choisir vos prestataires sur le fait de est-ce qu'ils sont référencés par des banques parce que moi j'ai par exemple un turbinier autrichien qui arrivait avec des nouvelles turbines, et ben si nos banques françaises ne connaissent pas la turbine, l'audit c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il n'y a aucune raison que ce soit au projet à financer ça, mais c'est du temps de perdu. Donc il faut bien voir si vos prestataires ont l'habitude de travailler, ils ont l'habitude de travailler avec quelle banque pour avoir quel référencement. Parce que c'est peut-être vous qui vous ferez l'avocat finalement de vos prestataires techniques vis-à-vis de vos banques. Et donc, plus vous aurez intégré ça en amont, plus le financement et les coûts seront faibles sur l'audit bancaire. Deuxième exemple, si vous faites vous-même un audit de vent avec une société ayant pignon sur rue et référencée, ça vous permettra de finalement l'audit par la banque sera diminué. Ils feront un audit par un tiers, mais ils réutiliseront parce qu'ils ont confiance dans votre prestataire une partie de l'étude de vent qui a déjà été faite. Dernier point, il faut voir aussi vos partenaires banquiers comme potentiellement des compétences qui peuvent vous apporter. Moi, les projets où vraiment il y a une forte symbiose entre les porteurs de projets et les banques, c'est des projets où finalement la banque s'est mise en force de proposition pour des solutions techniques pour partager son retour d'expérience. Et là, ça nécessite de connaître vos banques un peu avant. Alors, c'est plutôt des banques qui sont spécialisées dans le financement de projets ENR, mais pareil, avoir la partie confiance et savoir sur quel point ils vont pouvoir vous appuyer, proposer par exemple des scénarios alternatifs techniques. Moi, en méthanisation, c'est un petit monde. Les banquiers, eux, ont travaillé avec plein de prestataires. Ils sont capables aussi de vous aider en vous recommandant des prestataires, en vous recommandant une logique de mise en œuvre sur le financement. On va peut-être faire un point, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là. En fait, il y avait une remarque de Copéo sur l'idée de créer un pool d'acteurs au plan national pour limiter en fait le poids des due diligence. Après, tiens, il y a une question de Kumba qui vient d'arriver. Oui, je suis assez d'accord avec Copéo. Ça permettrait d'assurer un référencement crédible pour les porteurs de projets. L'inconvénient, on ne laisse pas leur chance aux nouveaux entrants. Nous référencer un peu les partenaires techniques qui vont bien. Oui, les due diligence, de toute façon, en théorie, pour les banques, c'est quand même une certaine indépendance. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui travaillent, que nous on a référencé, qui font des due diligence, et donc on est capable nous de vous orienter là-dessus. Mais il faut quand même une certaine indépendance de ce pool-là vis-à-vis de nos projets pour qu'ils soient crédibles vis-à-vis des banques. Donc, il y a le sérieux des gens qui vont faire nos études, et puis il y a aussi l'indépendance qu'il faut regarder. Alors, du coup, je vais continuer sur le concept de la SPV, la société de projet en fait. SPV, ça veut dire Special Purpose Vehicle. Voilà, Special Purpose Vehicle. Donc c'est un véhicule juridique qui a été créé dans un objet précis et dans un seul objet. C'est un choix juridique et financier bien spécifique. Donc, je vous disais tout à l'heure, le financement corporate, c'est le financement classique d'un banquier sur une société.
Par exemple, je suis EDF, je vais créer un parc éolien, et ben je lève de la dette sur les marchés et j'immobilise le parc éolien sur mon bilan. Ça, c'est possible, mais ça limite les projets. Pourquoi? Parce que quand les auditeurs financiers qui regardent le financement corporate, eux regardent un financement de société où la dette ne doit pas dépasser 50-60% maximum. Donc on est dans des critères de société très précis. Là, le financement de projet, c'est différent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut lever de la dette de façon plus importante, mais on va créer une société ad hoc spécifiquement pour ça. Donc là, le DEF en particulier va créer une nouvelle structure qui va loger et les actifs et les dettes. C'est surtout un projet, un financement un concept qui permet en fait de faire des projets avec des partenaires. C'est-à-dire que c'est rarement un projet qui est financé par une seule personne. Là, on a des partenaires différents qui s'associent autour d'une nouvelle société, donc un peu une filiale mutualisée, une joint venture, avec des partenaires qui viennent de différents horizons et qui ont des capacités, des compétences différentes. Et donc, il faut qu'on trouve un intérêt commun à créer cette société-là pour exploiter un projet sur un projet précis, dans un contrat et avec une durée précise. Je t'interromps de la part de Claude, la SPV, ça n'est pas une forme sociale. On est bien d'accord. Tout à fait, c'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. Et ça peut tout à fait être une SAS. Ça peut être une SAS. C'est plus compliqué que ce soit une SIC, dans le sens où on ne va pas prêter au SIC dans une logique SPV. Pourquoi? Parce que la SIC n'a pas vocation à redistribuer son argent et donc à faire profiter les actionnaires. Mais on pourrait l'envisager. Aujourd'hui, la SIC, donc la société coopérative, n'est pas utilisée dans une logique pure de financement de projet, mais c'est le cas des SEM, des CEMOP. Voilà. On est dans une logique on crée un outil juridique pour lever de la dette, pour faire un projet précis, quelle que soit la forme juridique de la société. Ce qui est important, c'est de bien définir le rôle de chacun des partenaires dans cette société. Et donc ça, on fait ça dans un document qui s'appelle un pacte d'actionnaires. Pourquoi les actionnaires, pourquoi les différents partenaires se sont réunis pour cofinancer ce projet-là? Et là, on va avoir des intérêts divergents qui doivent être discutés pour au final converger, mais des intérêts qui restent différents. Et la logique de la société de projet, c'est de dire la société va avoir des risques, il faut confier ces risques à ceux qui sont les plus à même de les gérer dans l'intérêt global du projet. Mais on va voir que du coup, le positionnement de chacun est un peu différent. Dernier point pour la SPV, ça a été beaucoup utilisé finalement par les financiers. Alors il y a un S qui se balade en trop, désolé. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de déconsolider la dette. Alors bon, les plus anciens se rappelleront d'Enron et de montages fiscaux un petit peu compliqués, mais grosso modo, si j'ai le choix entre un financement corporate où je lève de la dette sur mon bilan, ou alors je le mets dans une société de projet à côté, et dans ce cas-là, je ne donne pas à mes investisseurs et au marché de visibilité sur la dette que j'ai élevée pour financer mes actifs, eh ben, je serai mieux noté, sur les marchés. Bon, évidemment, ça, c'est pas notre sujet sur les projets citoyens, mais il faut que vous ayez en tête qu'on s'inscrit dans cette logique-là et que beaucoup d'acteurs financiers ou d'acteurs industriels ont besoin de ces sociétés de projet pour finalement lever de la dette, pas dans la société mère, mais dans des sociétés filles qui consolident pas complètement. Et puis, c'est de faire un actif liquide. Un actif liquide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, c'est très simple de vendre les parts de ma société de projet. C'est beaucoup plus compliqué de vendre mes éoliennes, mes terrains, mes droits, tout ce qui est attaché et la dette qui est attachée. Ça, si je veux faire ça, si je veux vendre un actif qui est sur mon bilan
à un acheteur, ça va prendre des mois. Si je veux vendre uniquement des parts sociales, ça va aller très vite. Donc, ça permet finalement aux développeurs et aux banques de faire un actif qui est liquide. Il y a Jacques dans les Vosges qui demande si une SPV est indépendante ou systématiquement reliée à une autre société type holding. Alors une SPV, l'idée c'est qu'il y ait plusieurs partenaires qui la financent. Maintenant, on peut avoir des cas où c'est uniquement un partenaire qui la finance à 100% ou N partenaires. Donc il y a et les gens qui vont investir dans la SPV peuvent être des individus ou peuvent être des holdings. Tout est ouvert. On n'est pas, là il y a aucune contrainte sur la partie investisseur amont. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que il faut vraiment choisir ses partenaires et bien comprendre les stratégies des acteurs qui sont finalement assez variées. Pourquoi? Parce que généralement, pour nos projets citoyens, nos projets avec les collectivités, on a à côté de nous des développeurs qui nous proposent d'investir dans les projets, mais qui ont plusieurs casquettes. Entre autres, la casquette la plus courante, c'est qu'ils sont aussi exploitants. Donc, ils vont proposer d'exploiter, donc de faire une prestation pendant les 15 ans sur l'activité. Ou alors, ils vont avoir d'autres intérêts, on va les détailler en fonction. Donc, on a des développeurs qui vont être là pour exploiter sur long terme, on a des développeurs qui vont investir, on a des développeurs qui ne font que du développement et qui veulent vendre et valoriser au maximum les permis de construire qu'ils ont créés. Donc en fonction des acteurs, finalement, la valeur si on prend un peu de recul, la valeur créée par l'actif ENR, il peut être récupéré par les actionnaires ou par les partenaires de différentes façons. Premièrement, par les marges qui vont être prises sur le développement ou sur la construction. C'est-à-dire qu'un parc éolien qui coûte 300 000 euros ou 400 000 euros, on va dire, à développer quand il est revendu 5 millions d'euros, finalement, sur la valeur globale du projet, je peux décider que je revends ce projet-là à un tiers et donc de revendre à 5 millions d'euros, ça fait 4,7 millions de marge. Donc je peux considérer que je veux extérioriser la valeur très tôt dans le développement ou dans la construction. Dans la construction, c'est aussi une façon de mettre de la marge pour les prestataires qui vont faire la construction. Donc si votre partenaire développeur est en charge du développement et en charge de la construction, il faut évidemment anticiper qu'il ne va pas le faire à ses coûts de revient. Et donc, il va déjà capter, lui, une partie de la valeur sur ces deux segments de marché. Bon, il y a la rémunération de l'exploitation, évidemment, sur le long terme. Il y a aussi le prix de vente de l'électricité. Par exemple, si un exploitant, on a des projets de méthanisation où, alors c'est pas l'électricité, mais c'est du gaz, où finalement le partenaire est là pour acheter le gaz bio à la sortie. Bon, s'il le fait, il va le faire en disant, moi je vous achète le gaz à tel prix. Il va sécuriser son prix d'achat, il va peut-être l'acheter moins cher que ce qu'on aurait pu vendre à terme. Mais comme il est un de nos partenaires, lui, l'intérêt, c'est qu'on a un partenaire qui va nous aider à monter le projet. La contrepartie, c'est qu'il achètera peut-être l'électricité ou le gaz un peu moins cher du fait qu'il soit autour de table. Après, il y a la rémunération des créanciers. La valeur, elle va être de ces gros projets-là, évidemment, elle part en grande partie dans les intérêts qu'on va payer aux banques, puisque c'est 80% du financement. Et donc, que ce soit des banquiers, des obligataires, donc des gens qui ont acheté des obligations, ou les actionnaires via les comptes courants d'associés, finalement, la rémunération de toutes les créances peut être un moyen de remonter la valeur sur différents intermédiaires. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que finalement, des fois, on a des projets où c'est plus intéressant pour les actionnaires qui ont des parts sociales de mettre des comptes courants plutôt que de rémunérer les banques ou d'autres prestataires obligataires. Un petit point juste, Erwan, pour te dire qu'on est à la moitié du webinaire, donc pour être sûr que tu sois bien dans les clous au niveau de ton contenu. Tout à fait. Et puis au final, après, il y aura les dividendes.
Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment bien comprendre les intérêts de chacun et puis les respecter aussi dans le partenariat et pas les remettre en question au fil de l'eau. Donc, c'est à anticiper pour bien, sur la durée, qu'on avance comme on veut. J'ai juste le nombre de pages. Ouais, là. Okay. Les partenaires investisseurs dans les projets citoyens. Donc ça, rapidement, quels sont les partenaires que vous pouvez solliciter en tant qu'actionnaire? Il y a les syndicats départementaux d'électricité, les SEM, les structures citoyennes. Eux, ils peuvent vous apporter des fois des spécificités, des compétences techniques parce qu'ils ont développé, par exemple, Persisol, ils ont un savoir-faire dans l'hydraulique et donc ils peuvent vous aider à financer, mais aussi à maîtriser vos risques sur le technique. Côté ça, il y a tout un segment qui va plutôt être des acteurs financiers, publics et ESS. Donc il y a les fonds régionaux, donc on en a à peu près maintenant dans toutes les régions, qui sont des fonds généralement portés par les régions, financés en partie par les régions, mais aussi par du privé, qui sont dédiés au financement des énergies renouvelables. Et généralement, ils aiment bien les projets citoyens, mais ils interviennent dans des projets qui sont quand même assez conséquents, donc généralement plus d'un méga. Évidemment, vous avez énergie partagée investissement. Et puis, vous avez d'autres outils de l'ESS, Garrigue, qui est la maison mère des clubs Cigales. Donc, les clubs Cigales, c'est des indivisions où vous pouvez mutualiser en fait de l'investissement solidaire de coopérateurs qui vont aller créer des clubs Cigales pour financer des projets. Donc, ça, c'est les modèles qui ont été développés, entre autres, par Énergie en Pays de Vilaine pour financer Bégan, Citawatt et Avessac, qui est leur dernier projet. Et puis, il y a des intermédiaires pour les citoyens, entre autres sur tous les outils de crowdfunding, que ce soit en dons, en actions ou en dette. Voilà, on a fini la première partie pour un peu vous sensibiliser sur c'est quoi le financement en société de projet, puis la difficulté que ça va générer. Donc il faut vraiment que ça soit intégré comme pour le financement, les contraintes de financement pour des projets qui vont dépasser en investissement 2-3 millions. Deuxième segment de la formation, l'implication citoyenne dans le financement. Donc là, si vous voulez, la participation citoyenne, on peut l'avoir catégorisée en deux grands actifs. La partie très peu risquée, où finalement les gens participent à la concertation mais ne financent pas, ou financent en don, financent la dette, et puis un financement où ils financent, mais en plus, ils rentrent dans la gouvernance. Donc que ce soit des actionnaires indirects, par exemple Énergie Partagée Investissement, les gens qui investissent dans Énergie Partagée Investissement sont actionnaires indirects de l'investissement, puisqu'ils délèguent à Énergie Partagée la présence dans la gouvernance. Ça peut être des actionnaires directs dans les sociétés de projet. Et puis, un positionnement encore plus risqué, c'est que les sociétaires, les actionnaires rentrent directement dans le développement, c'est-à-dire en amont, prennent des risques alors qu'on ne sait pas encore si le projet aura été permité. Je vais vous renvoyer à un très beau tableau qu'avait fait Noémie Poise de RA2E sur les différentes façons, l'état des lieux du financement participatif. Alors, il date de 95, mais il n'y a pas eu énormément de révolution. Il y en a une parce que aujourd'hui, le crowdfunding action qui était très peu développé est en train de se développer. On va voir pourquoi. Mais sinon, l'idée, c'est que citoyens et collectivités peuvent intervenir dans les fonds propres, donc dans les parts sociales, ou dans la dette, en fonction de comment ils veulent s'impliquer sur la gouvernance. Un point qui a évolué aussi beaucoup ces dernières années et qui va être finalement un facteur de succès sur la participation des citoyens dans nos projets d'ENR pour les prochaines années, c'est que via la LTE, la loi de transition énergétique, et puis sa transcription dans les appels d'offres, on a créé un appel d'offres, un bonus, quand les projets avaient plus de 40% de financement par les citoyens et par les collectivités. Alors pourquoi on a fait ce bonus? Vraiment dans une logique de
il y a un intérêt à ce que le territoire intègre la gouvernance des projets. C'est aussi une logique de dire, bah, dans ces projets qui font l'effort de dialoguer avec le territoire, de faire de la co-construction, finalement, il y a des surcoûts sur ce dialogue citoyen-là. Et compenser ce surcoût dans une logique de meilleure acceptabilité, c'est plutôt un signal positif. Et puis, bon, c'est aussi un peu une façon pour la Creux et l'État d'aider les petits développeurs. C'est-à-dire que les petits développeurs, leur segment de marché, ça va être de faire des petits projets, des projets avec les citoyens et les collectivités. Aujourd'hui, les appels d'offres en compétition pure et dure, finalement, elles ont tendance à privilégier les gros acteurs qui vont acheter beaucoup de matériel en même temps, donc diminuer les coûts. Alors que là, les petits développeurs qui auront travaillé avec le territoire de façon relativement intelligente, bah, eux, ils auront un bénéfice. Donc aujourd'hui, je vous ai mis les critères du bonus participatif. C'est assez, enfin, ils vont évoluer assez rapidement parce que c'est uniquement côté Creux, il n'y a pas de décret, mais voilà. L'idée là aujourd'hui, c'est vous avez quasiment 3 à 5 euros par mégawattheure, donc ça fait 5% du chiffre d'affaires sur les projets solaire au sol, c'est pas neutre. Si pendant 3 ans, au moment de la réalisation, vous embarquez des citoyens à 40% du capital ou du financement. Il y a un certain écart qui peut poser question en disant bah, c'est bizarre parce que le tarif bonifié ils l'ont pendant 20 ans et la contrainte c'est uniquement d'embarquer le territoire sur 3 ans. Le retour qu'on avait de la DGEC à l'époque, c'était bon, on ne sait pas si ça va être, s'il va y avoir beaucoup de développeurs qui vont le mettre en place. Donc, pour l'instant, on crée un peu cet effet d'aubaine-là. On verra plus tard ce qu'on en fait. Il faut savoir qu'il y a un malus, c'est-à-dire que si le porteur de projet n'est pas capable de mettre en place ses 40% de capital au financement, alors que s'il est engagé quand il a été retenu à l'appel d'offres, et ben le bonus de 3 là, ou de 5 se transforme en malus, donc c'est quand même un risque assez important. 40%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une SEM qui a des actionnaires privés et des collectivités, et ben, si elle intervient dans un projet, ne sera pris en compte dans les 40% bonus uniquement la part collectivité. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, une SEM où il y a un actionnaire privé à 49% et public à 51%, quand elle rentre dans la société de projet, si elle a 79% du capital, alors bah, on valorisera uniquement 40%, 40,3%, puisque la part collectivité dans la SEM ne sera que de 51%. Il faut savoir que bah, ça a été relativement bien accueilli des développeurs et que maintenant les développeurs, tout le monde se félicite de cette aubaine. 60% sur le premier appel Creux 4, c'était des projets lauréats se sont engagés à faire de l'investissement participatif, 80% sur la deuxième tranche. Donc ça a rebattu un peu la stratégie des développeurs et des collectivités, parce que du coup les collectivités, les SEM sont très courtisées, on va dire, par les développeurs pour prendre des parts d'action dans les gouvernances des projets, ce qui est très bien, et les citoyens aussi. Là on n'a pas encore vu sur le terrain obligatoirement tout ça prendre forme, parce que les appels d'offres Creux 4 de mars-avril, finalement, les développeurs ont 2 ans pour créer les parcs solaires. Mais voilà, tous les projets qui vont sortir d'ici 1 ou 2 ans, eh ben, on aura des campagnes de financement participatif un peu partout sur le territoire pour mettre en place ces 40%. Donc les offres explosent sur le financement participatif depuis 2016 pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une sensibilité assez forte. Et puis, on a de plus en plus de projets de territoire qui vont faire appel à ces formes d'investissement, et entre autres les projets portés par les collectivités qui sont dans une logique de valorisation du territoire. On a compris que faire du lien avec leurs citoyens locaux, ça se faisait aussi par la co-construction et le cofinancement. Donc on a
beaucoup de projets qui se mettent en place où il y a une volonté d'associer les citoyens à la rentabilité, quelquefois la gouvernance des projets. Et puis on a surtout un très fort intérêt des développeurs. Pourquoi? Parce que en fait, évidemment, depuis 2008, il y a une aversion au financement bancaire, au placement, donc il y a une désintermédiation qui est de plus en plus forte. Et puis ces petits développeurs ont besoin de gains de notoriété pour continuer, eux, à développer leurs projets. Donc finalement, ils vont se servir du financement participatif un peu comme un budget marketing pour se faire connaître et faire accepter leurs projets locaux. Donc on a plusieurs exemples, on les détaillera lors de la formation. Et c'est un vrai enjeu pour eux s'ils veulent continuer à prospecter, à faire des projets, des petits projets d'énergie renouvelable, à associer les citoyens et du coup à acquérir de la notoriété. Mais il y a quand même un point qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est qu'en fait ces développeurs-là, ils n'ont pas obligatoirement besoin d'un point de vue économique. C'est-à-dire que économiquement, aujourd'hui, lever de la dette, ils arrivent à le faire à 2%. Pourtant, ils rétribuent à 7% le territoire. Donc c'est vraiment une logique d'acceptation et c'est une démarche marketing. Il faut le prendre comme tel. Après, on a quand même beaucoup d'aléas et de questions à se poser sur finalement quels risques financent les citoyens avec toutes ces offres qui fleurissent. Parce que on a finalement des offres où alors, principalement les citoyens par les crowdfunders sont plutôt orientés vers de la dette, mais de la dette à qui on ne sait pas trop. Il faut vraiment être très attentif pour comprendre si on prête au projet, si on prête à la société mère ou si on prête à une holding. On fera l'exercice pendant la formation et je vous laisse regarder sur vos plateformes favorites, bien comprendre à qui on finance et du coup quels sont les risques parce que prêter, faire une obligation où Sergi qui a 10 millions de capital nous garantit le remboursement, c'est un peu différent d'investir sur un projet solaire qui a très peu de capital et qui a aucune garantie. Donc on peut faire du financement participatif corporate dans des logiques où la signature, celui qui s'engage à faire le financement participatif à pignon sur rue est solvable, c'est très bien. Quand il s'agit d'une filiale d'un développeur qui est très peu capitalisé, on peut se poser des questions sur la viabilité du projet. Et puis, on n'est pas toujours sûr qu'on finance le projet, la société de projet. On est sur le développeur, et ben peut-être que ce développeur-là, il va revendre le projet et qu'on va financer finalement un acteur économique qui développe des projets, mais le risque, c'est pas un risque de financer un projet qui a un tarif garanti sur 20 ans. Le risque, c'est de financer un intermédiaire qui fait du développement. Est-ce qu'il est bon dans son développement? Est-ce qu'il a les capacités de rembourser l'emprunt? Ça, c'est des choses relativement différentes. Donc, la structure économique qui est financée via le crowdfunding, il faut vraiment être attentif là-dessus. Après, en fonction de la structure juridique, les droits, les devoirs ne sont pas les mêmes entre les cycles SAS, et SARL, SM. Une SARS, le gérant a tout pouvoir de faire ce qu'il veut. Donc, quand on fait de l'investissement participatif sur une SARL, grosso modo, on va une fois par an en tant qu'actionnaire être consulté, mais sinon le gérant a les manies pour faire tout ce qu'il veut. Finalement, il faut vraiment avoir confiance en gérant et donc savoir qui est le gérant de la structure. Et puis, l'offre participative aussi est aujourd'hui assez large et pas toujours très précise sur à quel stade on finance les projets. Comme on l'a vu au tout début, financer un projet en développement, c'est pas du tout le même risque que de financer un projet en construction ou en production. Et là, moi, je vous invite à regarder les offres sur les plateformes. Le pitch, il n'est pas clair. Financer un man-mesure en Mauritanie, finalement, on voit qu'on n'investit pas sur le projet, on investit sur la capacité d'un développeur français à faire du développement international. On ne sait pas trop si on est en risque de change ou pas, et on ne sait pas si on a des cautions. Donc,
Il y a énormément de points d'analyse à faire. On regardera aussi ça pendant la formation sur, en fonction des stades, qu'est-ce qui il est important de négocier avec les plateformes de crowdfunding dans le lever des fonds, mais aussi dans l'explication. Enfin, nous, Énergie Partagée, on est quand même très attentifs à ce que les risques pris par les investisseurs citoyens en direct ou en intermédiaire sur les projets soient clairs. Il y a encore beaucoup de marge de progression sur les offres de crowdfunding. Et dernier point, c'est avec quels outils, parce que le crowdfunding aujourd'hui, on peut passer en capital social des actions, des parts sociales qui sont généralement intermédiaires dans des holdings, de la dette junior, donc ça veut dire de la dette sans garantie, c'est-à-dire que si le projet tombe, et d'abord la banque se servira, et puis après on verra ce qui reste sur la dette junior. Et la dette senior, aujourd'hui, qui veut dire qu'on finance quasiment au rang bancaire. Donc, l'UMO avait fait ça au début, mais c'est surtout les comptes à terme bancaires où là, on finance, les citoyens qui passent un crowdfunding financent de la dette senior. Aujourd'hui, rapidement, les comptes à terme sont un peu en berne parce que les taux sont tellement bas que la rentabilité pour les investisseurs en compte à terme est très faible. La dette obligataire en pari passif, pareil, ça marche pas très bien parce que les taux de prêt à nos projets les taux bancaires sont pareils, sont entre 2 et 3%. Donc l'intermédiaire qui fait du pari passif proposer aux investisseurs particuliers d'être rémunérés 2% en investissant sur 15 ans, ça marche pas. Donc le gros boom aujourd'hui, c'est les créances juniors, c'est-à-dire des créances à très court terme sur 3 ans, où là les développeurs vont plutôt utiliser des budgets de communication pour rémunérer les investisseurs, les citoyens à 6-7%. Donc c'est intéressant pour l'investisseur. En même temps, c'est pas très cohérent d'un point de vue pédagogique sur c'est quoi les risques et la rentabilité, puisque finalement c'est assez décorrélé. Et puis les actions. Donc aujourd'hui, il y a tous nos mouvements énergie partagée, les filiales, les porteurs de projets citoyens, où l'idée c'est plutôt de rentrer dans la gouvernance et donc d'être associé via les actions. Mais c'est aussi maintenant un axe fort de développement pour les développeurs, puisque c'est une contrainte pour toucher le bonus participatif dans les appels d'offres. Donc on aura certainement énormément d'offres sur les plateformes de crowdfunding pour rentrer dans les actions, pas participer obligatoirement à la gouvernance, parce que la gouvernance va être intermédiée par la plateforme de crowdfunding, mais pour respecter ces créneaux de 40% de financement participatif. Là, je vous ai rapidement présenté le contenu de la formation du 25 septembre. Aujourd'hui, on a beaucoup traité le point en vert. On fera tout le reste sur cette séance de septembre. Alors l'affichage n'est pas terrible. Ouais, c'est chez nous en fait. Je pense que tout le monde le voit bien. Donc il y aura une première partie qui sera plus sur le cadre législatif et puis des modèles économiques et un zoom sur les contextes économiques par filière ENR, parce que aujourd'hui les filières ENR sont relativement dans des cadres de financement et des contraintes différents. Et puis une deuxième partie plus orientée pour les porteurs de projets sur comprendre et puis réaliser les plans d'affaires d'une société de NR, travailler bien les hypothèses et puis travailler de façon itérative avec les banques pour aboutir au financement du projet global. Voilà, on a passé 1 heure, c'était à peu près le temps imparti sur la partie présentation, et du coup on peut passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à taper vos questions. J'en profite pour vous dire que le 29 juin, nous aurons un nouveau webinaire sur la maîtrise foncière, en particulier sur le photovoltaïque et l'éolien, maîtrise foncière privée, publique, avec des témoins notamment dans le photovoltaïque et l'éolien. Donc, en attendant vos questions,
vois que Sandrine, ma sœur, est en train d'écrire. On va lui laisser le temps d'écrire. Ah, que Jacques aussi écrit. À combien s'élève le bonus participatif? Demande Sandrine. Alors, en fait, le bonus va être défini dans chaque appel d'offres. Donc là, dans l'appel d'offres sur le solaire, il était de 3 euros par mégawattheure. Comme le prix qui est sorti au sol était de 62,5, c'est quasiment 5%. Sur l'autoconsommation, qui était l'appel d'offres de septembre 2016, il était de 5 euros. Et puis là, l'éolien va aussi rentrer dans une logique d'appel d'offres bientôt. Et sous la pression des développeurs, on va avoir deux tranches, c'est-à-dire que il va y avoir possibilité d'être éligible au bonus à partir de 20%, de 20 à 40%. Et donc, le bonus dépendra du taux d'implication des citoyens. Donc, à 20%, ils auront 2 euros et à 40%, 3 euros de bonus. Ça va être une variable d'ajustement, je pense, pour la Creux et la DGEC de façon assez récurrente en fonction de l'appétit, parce que pour eux, c'est quand même une aide d'État, donc on m'a bien compris de nos interlocuteurs au ministère, même nouveau, qui vont garder cette logique-là pour favoriser l'implication des citoyens. Par contre, il y a quand même une attention forte et régulière sur le coût de tout ça. Donc aujourd'hui, ils ont lancé, comme il y a beaucoup de demandes, on peut s'attendre à ce qu'ils restreignent un peu les conditions d'accessibilité et peut-être les montants des primes. Nous, notre positionnement, ce serait peut-être intéressant de dire, OK, le bonus participatif, on peut le garder sur des niveaux de 3 euros, mais par contre, c'est pas, les citoyens ne sont pas là pendant 3 ans, hein, les citoyens et collectivités sont là pendant 20 ans. Je pense que ça réduira quand même pas mal la partie opportunité pour nous et les dérives qu'on aurait chez certains développeurs. D'accord, il y a Sylvain Gambert, donc notre collègue, qui demande sur le malus. Si l'engagement n'est pas respecté, c'est moins le bonus en fait. Donc si l'opérateur attendait un bonus de 3 euros par mégawattheure, s'il ne respecte pas l'engagement, il aura moins 3 euros. Donc ça sera carrément ça peut être rédhibitoire. Je pense qu'il y a des projets qui s'étant engagés à faire du participatif, s'ils n'y arrivent pas, ils ne pourront pas sortir de terre avec le malus. Donc certains opérateurs, à mon avis, abandonneront le projet. Alors il y a une double question de Claude. Y a-t-il un cadre spécifique pour le financement de projets de géothermie ou bien des investisseurs spécialisés dans ce type de projet? Alors la géothermie, c'est pas obligatoirement le terrain que je connais le mieux. C'est vrai que historiquement, il y a beaucoup d'acteurs publics et puis quelques prestataires privés en exploitation qui sont dans ces cadres-là. Donc c'est souvent des délégations de services publics sur des sociétés quasiment parapubliques. Donc on peut très bien utiliser la logique de société de projet. Hein. La société de projet, c'est ce qui est utilisé dans toute l'exploitation du gaz, du pétrole un peu partout dans le monde. Donc ça peut se faire. Après, la géothermie généralement des temps des durées plus longues. Donc les financeurs, banques et actionnaires vont être un peu différents. Mais avoir une logique de société de projet pour la géothermie, ça fait complètement du sens. Ok, une question de Breuillot. Un développeur qui fera l'exploitation semble plus rassurant pour un projet citoyen car il a les mêmes intérêts que les citoyens. Le projet dans la durée. Oui, tout à fait. Enfin, c'est souvent rassurant pour les citoyens, mais aussi pour nos amis banquiers, d'avoir le développeur ou l'exploitant au capital, parce qu'il va être, il aura les mêmes intérêts que les citoyens. Sauf que lui, il aura une fenêtre supplémentaire pour capter de la marge. Donc, c'est rassurant, mais il va falloir être très regardant sur le contrat d'exploitation
pour que le contrat d'exploitation soit le contrat au marché et que votre partenaire ne se serve pas de la réassurance qu'il donne à votre projet pour vous facturer des prestations de façon pas abusive mais très forte. S'il ponctionne la valeur via la prestation, finalement, il va réduire la valeur à distribuer aux actionnaires. Donc, ça fait partie des conventions réglementées, c'est-à-dire qu'un actionnaire a une convention avec le projet spécifique et il faut vraiment avoir ce discours-là avec soit le développeur, soit l'exploitant qui va être au capital en disant nous, ça nous intéresse de faire le partenariat. Par contre, à un moment, il va falloir qu'on cherche un tiers de confiance pour nous assurer que la prestation que vous faites, elle est bien au prix du marché, qu'on ne la surpaye pas. Ok, une question de Copéo, l'idée de garantir une partie du financement par l'État a-t-elle déjà été évoquée via la Caisse des dépôts et de consignation ou autre, par exemple? Ça serait sûrement aussi efficace que la subvention. Alors, là, je ne sais pas si le sujet est sur la dette bancaire ou sur plutôt le financement en fonds propres. Sur la dette bancaire, il y a effectivement déjà pas mal d'organismes. Et donc là, aujourd'hui, c'est plutôt la banque européenne qui a des lignes, des taux privilégiés pour les banques commerciales qui prêtent sur les ENR. Là, en toute logique, l'idée, ça serait que les banques commerciales, du coup, avec un accès à la liquidité peu cher sur la banque européenne, prêtent de façon impact ce bénéfice sur les porteurs de projets. Généralement, c'est peu le cas, donc ils prennent quand même une marge conséquente. On a sur certaines filières des outils de garantie, entre autres sur la géothermie. Il y a un fonds de l'ADEME qui fait ça sur le développement. Et puis, on est en train de travailler énergie partagée avec la CDC, avec la SEM, des outils pour financer le développement qui est à risque et mutualiser ce risque-là. Donc, l'idée, ça serait quoi? C'est que une collectivité, des citoyens qui veulent développer un projet, je sais pas, on va dire un projet éolien, 300 000 euros. On va pas trouver obligatoirement 300 000 euros en risque sur le territoire. Donc, on va dire que les citoyens en apportent 50. Pour garder la majorité, l'idée, ce sera d'aller voir ce fonds-là qui prêtera 150 000 euros et qui permettra de financer plus de 50% de l'effort d'étude, donc de garder à la main des porteurs de projets le financement en risque, ce qui fait que même si on s'allie à un développeur, finalement sur le long terme, dans le développement, on aura la visibilité et le poids de plus de 50% des parts sociales. Je pense que le sujet est un peu technique, mais on est en train de travailler avec la CDC et l'ADEME sur ces sujets-là pour mutualiser les risques en développement. Via un fonds d'amorçage, c'est ça? Tout à fait. Alors, avant de relayer la question de Patrick Gèze, je voulais, tu parlais tout à l'heure de tiers de confiance dans la question de Broyot là, sur le développeur qui fera l'exploitation, etc., etc. Alors, la question se poursuit par qui peut être ce tiers de confiance? Alors, bon, ça peut être en fonction des différents sujets. Ça peut être très bien la banque. La banque, elle a accès à des contrats d'exploitation de prestations. Comme elle se positionne en actionnaire de dernier recours, ça peut être, par exemple, elle qui informellement nous dit, bon, est-ce que ce contrat d'exploitation-là, il est dans les clous ou pas dans les clous par rapport à ce que vous voyez à côté? Bon, c'est un peu un mélange d'acteurs, mais certaines banques sont OK pour nous dire, et dans les due diligence, entre autres, ça peut servir à ça. C'est-à-dire que des cabinets vont auditer des contrats d'exploitation, des contrats de maintenance, pour qu'ils rentrent dans les standards. Et donc, sur des projets un peu conséquents, cette exploitation-là sera auditée. Après, on peut en amont aussi voir des experts, des assistants maîtrise d'ouvrage qui connaissent bien le marché, qui pourront donner de façon relativement neutre pour 1 ou 2 jours de consulting
leur avis sur les points d'amélioration du contrat dans l'intérêt de toutes les parties. Ok, donc la fameuse question de Patrick, donc la question est aussi l'assiette des 40%. Si le capital stricto sensu est très réduit avec à côté des comptes courants d'associés et autres outils de fonds propres, c'est beaucoup plus facile, dit-il. Les 60% de projets bénéficiant des bonus dans les appels d'offres Creux 4 posent question. Ouais, du coup, c'est plus une remarque, mais c'est vrai on est assez curieux de voir ce que les plateformes vont nous sortir. Et effectivement, on a eu vent de finalement 40% des parts sociales. On peut très bien financer les fonds propres, les 20%, avec quasiment 1000 euros de parts sociales, c'est-à-dire rien, où j'en donne ou pour 400 euros vendus aux citoyens. Finalement, on respecte le critère. Pour peu que la gouvernance, enfin que les citoyens soient intermédiaires, pas très actifs, finalement, à 400 euros, un porteur de projet peu scrupuleux peut toucher tout le bénéfice de la participation, enfin du bonus participatif. Un point d'alerte, par exemple, pourrait être que les family office, donc la gestion de fortune sur un départ, parce que pour avoir le critère, on peut aussi juste rassembler 20 personnes dans le département du projet ou dans les 5 départements environnement. Donc une famille relativement riche ou un fonds ou des intermédiaires de gestion, des conseillers en gestion de patrimoine, auront sans difficulté la capacité de mobiliser 20 personnes sur leur territoire pour apporter 1000, 2000, 4000 euros et toucher 5% de chiffre d'affaires en le répartissant de façon relativement avantageuse entre le développeur et une vingtaine de personnes qui n'auront rien vu du projet, qui n'ont pas du tout été dans une logique de citoyens présents sur le territoire dans la démarche du projet, mais qui auront juste fait une opération financière. Techniquement, ça peut passer. Donc il faut qu'on regarde, on ne va pas faire de procès d'intention, mais on sait que certains développeurs ont la capacité technique à faire ce type de montage. Une question de Jacques Grondal dans les Vosges. Lorsqu'il y a plusieurs types d'actionnaires, collectivités, citoyens, entreprises privées, vaut-il mieux que l'investissement citoyen pour la collecte de fonds, notamment passe par une SIC et que la SIC investisse dans la SEM ou SAS, ou peut-on imaginer que les citoyens soient directement associés dans la SEM, SAS? Donc là, on est plus sur des problématiques de structure juridique de la SPV. Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la SIC, c'est un outil qui n'a pas vocation à distribuer des résultats. C'est plutôt un outil qui va réinvestir ses bénéfices dans de nouveaux projets territoriaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la SIC, elle est limitée dans la distribution de ses dividendes, et puis la part qu'elle peut verser en dividendes est elle-même limitée, puisqu'elle doit mettre en réserve beaucoup d'argent. Donc, c'est pas un outil juridique pour faire de l'investissement qui va remonter de l'argent. Donc, une fois que ça s'est accepté, que les citoyens se regroupent en SIC, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans une démarche de long terme, de réinvestir une partie des bénéfices et pas de les récupérer chez eux, la question, je la transforme plutôt, est-ce que finalement, il vaut mieux intermédier les citoyens dans la société de projet, dans les SPV, ou mettre directement les citoyens au cœur de la société de projet? Là, il y a plusieurs avis. Éolienne en Pays de Vilaine, par exemple, ont mis beaucoup de citoyens dans la société de projet en direct ou via des clubs d'investisseurs. Aujourd'hui, on en voit les limites et on voit l'aversion des banques et des partenaires là-dessus. Pourquoi? C'est très simple, c'est que les banques ont conscience de la complexité du financement de projets et ont un peu à raison peur que les citoyens en tant qu'actionnaires mettent en place du financement de projet alors qu'ils ne comprennent pas les enjeux et ce qui va leur tomber dessus si le projet va mal, entre autres le fait que la banque va récupérer l'actif. Donc,
Il y a, premièrement, si vous mettez les citoyens dans les sociétés de projet, ça va complexifier les audits, les due deals, donc les renchérir. Le coût était relativement prohibitif sur Began, les coûts de structuration financière et juridique. Heureusement, on a capitalisé et dans les autres projets, ça s'est réduit, mais ça reste quand même important. C'est un point de vigilance pour les banques. Aujourd'hui, on est plutôt à dire créons des sociétés intermédiaires, donc une SIC ou une SAS qui portent les citoyens, qui ont un intérêt commun, parce que d'avoir 3-4 structures dans la société de projet d'exploitation, c'est beaucoup plus simplement bancable et aussi ça va permettre plus de flexibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La banque, sur la société de projet, vous interdit de vendre, de faire bouger le capital, de vendre vos actions pendant au moins 5 ans. C'est-à-dire que si un investisseur particulier rentre directement dans la société de projet, finalement, il va être asservi à toutes les contraintes que la banque peut en fixer. Si le citoyen est dans une structure, dans la SIC, dans l'exemple, alors lui, il pourra facilement vendre ses parts de SIC à d'autres coopérateurs sans bouger le capital social de la société d'exploitation qui, elle, a fait la convention de crédit. Donc, on ne sera pas la banque ne pourra pas nous imposer qu'au sein de la SIC, on restreigne notre montée, notre baisse de capital, et donc on aura une flexibilité plus forte. Donc ça, c'est le premier point qui aujourd'hui fait réfléchir les porteurs de projets sur le fait d'avoir une gouvernance complètement au sein des sociétés de projet ou un peu dans des holdings. Le holding, par exemple, on a monté le projet de Toulon, on l'a monté en holding comme ça. Le deuxième point, et là c'est plutôt mes retours d'expérience sur la méthanisation, c'est que si vous êtes actionnaire direct dans la société de projet, bah, la banque, elle va vous faire un audit sur votre capacité personnelle à être actionnaire, vos patrimoines. Donc, sur les projets de méthanisation, quand les agriculteurs ont vu que l'audit juridique leur demandait tout leur patrimoine, de détailler tout ça, finalement de mettre tout ça sur la place, ça les a pas trop fait rire, dans le sens où ça voulait dire aussi, même s'il n'y avait pas de caution sur leurs habitations ou quoi que ce soit, montrer à tout le monde le patrimoine qu'ils avaient. Donc mettre les citoyens en direct dans une société écran, une SIC ou une SAS, ça permet aussi de protéger, c'est-à-dire que la banque n'aura pas la tentation de remonter, de dire bon bah c'est qui cet actionnaire-là, c'est quoi ses moyens, est-ce que s'il y a un problème et s'il faut remettre de l'argent, il est en capacité de le faire. Ok, il nous reste 5 minutes pour être tout à fait complet sur ta réponse, Erwan. Je remets le lien vers notre chaîne Vimeo. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur les structures juridiques, donc qui compare justement les SIC et les SAS. Donc peut-être que Jacques pourra trouver de nouvelles réponses maintenant. Je te relais la question de Lisa. Y a-t-il des règles, contraintes particulières pour lever des fonds en financement participatif, notamment en dette, durée d'existence de la SPV? Alors non, il n'y a pas de contrainte. La seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est pour créer des obligations. Où là, si la structure, la société n'existe pas depuis 3 ans, dans ce cas-là, il faut un commissaire, enfin il va falloir un audit spécifique et une validation d'un commissaire au compte. Donc ça génère un peu plus de frais, mais techniquement c'est jouable. C'est soit avoir plus de 3 ans, soit faire cet audit-là. Ok. Une autre question de Claude. Comment peut-on monter un club d'investisseurs? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement? Alors un club d'investisseurs, l'idée c'était quoi? Sur le modèle des cigales, c'est de dire bon bah pendant 5 ans, une vingtaine de personnes maximum se réunissent en club pour mettre leur épargne de côté et puis s'investir, financer un projet avec un impact social dans leur territoire. Et en fait, ça a été l'outil utilisé par Énergie en Pays de Vilaine
pour, sans faire de l'appel à public à l'épargne, mobiliser énormément de personnes. Donc, il y a entre 1000 et 2000 personnes, je ne sais plus combien exactement sur Began. Et en fait, qui est actionnaire de Began? C'est pas chaque personne du club, c'est le club. Donc, il y a un représentant qui est le gérant du club qui représente les 20 personnes. Cet outil-là, en fait, est assez intéressant sur la dynamique du lien qu'il fait, parce que l'idée, c'est que 20 personnes, alors ça peut être une famille, mais ça peut être aussi des amis, se rassemblent pour définir, pour monter en compétence sur économique, sur ça veut dire quoi investir en capital dans un projet, et puis le faire ensemble. Donc il y a du lien, il y a du retour d'expérience, donc c'est très intéressant là-dessus. Après, c'est un peu comme une copro, il faut quand même se réunir relativement souvent, donc il faut qu'il y ait vraiment un affectio-sociétatisme, envie de faire des choses via le club. Il ne faut pas que ce soit uniquement un outil, une structure technique. Alors, au début, ça a été monté en cigale. La fédération des cigales n'a pas trop aimé parce qu'on détourne un peu l'objet pour les projets ENR. Du coup, il y a des clubs d'investisseurs en énergie renouvelable, des cirques qui ont été créés. Je vous invite à aller, on pourra peut-être me coller le lien, sur le site de EOLA, EOLA, qui est la structure, l'association qui porte à Ancenis des projets éoliens et qui a fait des outils pédagogiques sur voilà, comment monter ces cirques dédiés aux énergies renouvelables. Je crois qu'on arrive au bout des questions. On met le lien d'EOLA. Et au bout de l'heure. Et au bout de l'heure, d'ailleurs, il reste 3 minutes. Donc oui, j'ai remis encore quelques petites choses. Donc n'oubliez pas, bien sûr, la question du financement de vos projets, des projets d'énergie renouvelable. C'est pas quelque chose qu'on peut couvrir en 1 heure et demie. Donc, et même d'ailleurs en une journée, c'est un peu complicado. Donc une journée, c'est vraiment pas de trop. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre formation qu'on organise donc le 27 septembre à Paris. Toutes nos sessions de formation, notamment comme il y a eu des questions là sur les formes juridiques des SPV, etc., il y a des journées de formation aussi sur les formes juridiques qui sont disponibles. Donc vous pouvez aller sur nos formations découvrir tout ça. Je vous ai mis donc le lien d'EOLA. Et je voulais remercier beaucoup Erwan qui est débordé et qui a quand même trouvé le temps de préparer et faire ce webinaire. Je voulais remercier nos près de 50 participants. Si on mettait dans une vraie salle, ça ferait quand même un sacré nombre de personnes. Donc merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour ceux qui sont intéressés par la maîtrise foncière des projets d'ENR de territoire. Et donc, rendez-vous à bientôt. Merci beaucoup.